Entrer dans l'esprit de cette journée mondiale de l'alimentation, un thème qui est direct. Agir pour l'avenir, c'est, comme on dit en Wolof, il n'y a pas de lamlamé à Mouljad, Fonds international de développement agricole. Que faites-vous pour justement agir bien et pour l'avenir? Merci. Bien oui, effectivement, le FIDA est une institution des Nations Unies. Et donc, au nom des Nations Unies, nous intervenons avec un ensemble d'autres agences dans les différents domaines de l'agriculture, de l'alimentation, mais aussi de l'alimentation en eau potable, en tout ce qui peut améliorer la vie des agriculteurs, des ruraux et en fait de l'agriculture familiale. C'est ça qui est important. Donc le FIDA, son mode d'action prioritaire est de travailler avec les gouvernements et d'octroyer aux gouvernements des prêts très concessionnels pour pouvoir investir dans les projets gouvernementaux qui viennent en aide à ces familles rurales. L'objectif essentiel, c'est d'augmenter leurs revenus. Et pour augmenter leurs revenus, c'est d'augmenter la production agricole, augmenter la qualité et permettre de meilleures chaînes de valeur, comme l'expliquait mon collègue de la FAO. Donc pour ces aspects-là, on travaille dans une centaine de pays dans le monde, que ce soit en Afrique, Asie ou Amérique latine. Et c'est vrai qu'on voit un peu partout les mêmes problèmes. Pour parler d'avenir, vous savez que l'agriculture, sa fonction principale est de produire l'alimentation, mais en fait, on est aussi un secteur qui est à haut impact dans le monde. On parle beaucoup de changement climatique, de production d'effets de serre, de gaz à effet de serre, etc. Et l'agriculture en fait partie de ça, hein, l'élevage aussi. Donc il y a beaucoup de nouvelles méthodes pour améliorer l'agriculture de manière à avoir un meilleur impact sur l'environnement et éviter aussi le changement climatique. Par ailleurs, les producteurs avec qui on travaille subissent ce changement climatique. Il y a les sécheresses, il y a les inondations. Donc comment avoir des systèmes plus résilients par rapport à ça? Donc c'est tout un ensemble d'activités sur lesquelles on se focalise dans les projets, des gros investissements. Et on a aussi plusieurs rapports dans ce domaine, comme vous pouvez voir, transformer les systèmes alimentaires. Ici, il y a les zones agroécologiques du Sénégal. Et donc, c'est cet ensemble de programmes que l'on met en œuvre. C'est pour ça que je me plairais à vous demander, que faites-vous pour capter tout ce potentiel qui existe, notamment au Sénégal, dans les zones rurales? On sait que les petits agriculteurs produisent plus de 33% de la nourriture mondiale, malgré les problèmes, l'accès au financement. Et vous êtes enfant, est-ce que ces producteurs peuvent davantage attendre de vous des moyens substantiels? Alors je crois qu'on est dans un environnement extrêmement dynamique au Sénégal et aussi dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que la population a beaucoup bougé. Depuis 30 ans, les populations ont augmenté partout, donc il y a plus de bouches à nourrir, donc ça fait plus de business pour les agriculteurs. Et dans les 20 ans qui viennent, c'est aussi la même chose. L'Afrique sera un des seuls continents pratiquement où la population va doubler, et ce qui offre beaucoup d'opportunités, des devoirs de la part des États, puisqu'il faut éduquer et garder en bonne santé toute cette population, mais aussi des opportunités pour tous les agriculteurs de produire davantage, de mettre davantage sur les marchés. Donc comme je disais, notre focus est beaucoup sur l'agriculture familiale parce que c'est non seulement une activité économique, mais une activité sociale aussi. C'est ce qui rend les zones rurales agréables à vivre, à visiter. Et de nos jours, on peut vivre aussi bien en milieu rural qu'à la ville. Et quand vous parlez d'agriculture familiale, ça veut dire exactement quoi? Eh bien, je pense que notre collègue tout à l'heure pourra en parler aussi, mais c'est-à-dire que dans les fermes des villages, quand la famille a ses terres qu'elle met en culture, on a d'une côté les cultures sèches, les céréales, le petit élevage, mais aussi les cultures irriguées, le maraîchage. Et tout ça procure un revenu qui peut être très important et décent. Ah oui? Effectivement, si on cultive moins bien ou si les jeunes partent en ville, qu'on n'a plus la force de travail, la production baisse. Mais si toute la famille s'y investit, on peut arriver à faire des productions fabuleuses. Et moi, je vois des jeunes qui, avec 200 poulets ou 1000 poulets, arrivent à avoir un revenu tout à fait décent pour eux ou pour leur famille. Dans les localités du Sénégal? Au Sénégal, tout à fait. D'autres qui se lancent dans le maraîchage. Vous savez qu'avec la micro-irrigation maintenant, on n'a plus besoin d'autant d'eau qu'autrefois pour irriguer un terrain. Donc même dans une zone sèche, on peut arriver à faire du maraîchage qui se vend très bien. Les fruits et légumes sont des choses qui se vendent cher sur les marchés. Donc quand on voit des gens qui arrivent à sortir
150 000, 200 000 CFA par mois de revenus, on pense que c'est très important. Surtout dans les villages où on ne consomme pas autant qu'à Dakar. FIDA, hein, vous êtes également interpellé hein, sur le financement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les producteurs aujourd'hui pour que ces problèmes-là puissent être dépassés un peu d'ici quelques années? Mais vous voyez, pour ce qui est de l'ordre des financements, il faut toujours se fixer des objectifs. Et ce que disaient les jeunes de Rufisque tout à l'heure, d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'on aura? Mais d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Dans 10 ans, c'est important, ce sera 2030. C'est-à-dire que pour les Nations Unies, toutes nos agences, les 3 agences sœurs, FAO, PAM, FIDA, mais aussi toutes les agences qui participent à l'agriculture, l'UNICEF, l'OMS aussi dans la santé, tout un ensemble d'autres collègues, on veut remplir ces objectifs de développement durable qui ont été mis par les Nations Unies, adoptés par tous les pays dans le monde. Et sur ces 17 objectifs, vous savez, l'éducation pour tous, la santé pour tous, il y a l'objectif zéro faim, l'objectif zéro pauvreté, etc. Donc on lit ça en termes de financement. Augmenter les revenus des agriculteurs, comme on l'a dit, une meilleure production qui va bénéficier à ces populations nouvelles qui arrivent. Tout à l'heure, il semblait avoir peur à Rufisque en disant quoi, 10 milliards d'habitants, mais on est déjà à 8 milliards aujourd'hui. Ouais. Moi, quand je suis né, la Terre avait 2 milliards d'habitants. Et puis on est passé à 4 et à 8. Et vous voyez que globalement, on est arrivé à nourrir toute cette population. Donc les systèmes agricoles ont déjà beaucoup changé. Et là, on a entendu la diversité de ce monde de l'agriculture. Vous voyez qu'il y a tout le monde peut intervenir là-dedans, que ce soit à la maison, dans son champ, avec l'élevage ou l'agriculture. Donc, on a fait plusieurs études, par exemple sur l'Afrique de l'Ouest, pour déterminer les besoins d'ici 2030, 2050 et 2064, qui est l'agenda de l'Union africaine. Voilà. Et par exemple, là c'est l'exemple du Sénégal, mais on a pris l'exemple du Mali, de la Guinée, etc. Si on dit que les populations vont doubler d'ici 2050, comment est-ce qu'on double la production agricole d'ici là? Et on arrive un peu aux investissements qui sont nécessaires. Alors, on peut aller plus dans les détails. Souvent, il s'agit plus que doubler, en fait, puisqu'il nous faudrait une croissance agricole qui soit de 7 à 8%. En moyenne, en Afrique de l'Ouest, on a un peu plus de 2%, ce qui n'est pas suffisant. Pour atteindre ces 7-8%, il faut arriver, par exemple, je prends un pays comme le Mali, qui a 300 millions de dollars par an d'investissement. Au Sénégal, il faudrait l'ordre de 200 millions de dollars. Ça fait à peu près 100 milliards de CFA. Alors le gouvernement déjà amène 30-40 milliards, comme le disait Monsieur le ministre tout à l'heure. Avec l'appui des partenaires de développement, ces sommes peuvent augmenter. Avec l'appui du secteur privé aussi, on peut augmenter ces montants pour arriver à cette croissance. Et pour terminer, je voudrais dire qu'en plus des financements publics, gouvernementaux ou de nos agences, on peut travailler le secteur privé, comme vous disiez, Monsieur le ministre, démocratiser les innovations, sous une forme que moi j'ai beaucoup appréciée, qu'on appelle l'agriculture contractuelle. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient prête à investir n'a pas forcément besoin de prendre 3 000 ou 5 000 hectares. Ils peuvent se contenter juste de planter une usine, mais de signer 5 000 contrats avec des paysans qui chacun amènent 1 hectare de leur exploitation. Et je peux vous dire que c'est ça qui a marché sur la Thaïlande, sur le Japon. Vous ne trouverez jamais au Japon une exploitation agricole qui dépasse les 2-3 hectares. Parce que tout est fait comme ça sur la petite agriculture familiale, mais où l'industriel est là pour dynamiser une production. En Thaïlande, je me rappelle, la production sucrière, vous savez, d'habitude on voit des grands terrains de sucre. Non, non, c'était chez les petits paysans qui ont 3-4 hectares, ils mettaient 1 hectare pour le sucre et l'usine achetait ça à côté. Donc j'espère qu'avec les agropoles, avec ces systèmes, ce sera des possibilités pour le Sénégal. Surtout que les systèmes agroalimentaires au niveau mondial emploient, selon les chiffres, 1 milliard de personnes dans le monde, soit plus que tout autre.